BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. Le futur trouve ici son rythme de croisière, les pros des cryptos. Chaque vendredi, bienvenue à tous. Et nos talents non fongibles, nos NFT à nous, répondent à l'appel à nouveau cette semaine. Claire Balva, directrice générale de l'Adam, nous rejoint pour sa première de la saison. Bienvenue Claire. Ravi de vous retrouver avec nous aussi. Louis Laszlo, ce sera sa première d'ailleurs dans les pros des cryptos, directeur technique et produit pour Meria. Bienvenue Louis, à vous. Bonjour. Sur BFM Business, bienvenue, bonjour. Dans un instant, on va parcourir l'ensemble des actus de la semaine, très riche à nouveau. Mais d'abord, Xavier Fenot avec nous, Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Bon, on a un chiffre fort là aux États-Unis, c'est l'emploi américain bien inférieur à ce qu'on attendait. On a un vrai ralentissement de ce marché de l'emploi aux États-Unis. Est-ce que Bitcoin réagit et quel potentiel aussi lui trouvez-vous au Bitcoin pour la suite, Xavier? Non, c'est vrai que déjà la rentrée a été plutôt calme et même positive. C'est le mois d'août, on avait terminé en baisse un peu moins de 5%. Alors, vous l'avez dit, ce qui est assez légitime, beaucoup d'anticipation et d'attente au sujet d'une baisse des taux de la Fed dans une semaine et demie, le 17 septembre. Alors, il y a 30 minutes, effectivement, l'emploi aux États-Unis, moins de création d'emplois que prévu, ça favorise les anticipations de baisse des taux dans 2 semaines, même si c'était déjà largement pricé, on partirait plutôt sur 3 baisses de taux d'ici de la fin d'année. Donc oui, il y a une réaction positive aussi bien sur les marchés traditionnels que sur les marchés des cryptos, où il y a un petit mimétisme entre les deux. Alors, la seule différence, c'est que sur Bitcoin, c'est vrai que depuis fin juin, il perd de sa dominance. On passe de 66 à moins de 59% parce que les feux des projecteurs se tournent depuis plusieurs semaines plutôt sur Ethereum. On en dira peut-être un mot juste après. Alors, n'oublions pas quand même que Bitcoin a fait un nouveau record historique en juillet, à nouveau en août. Donc même si aujourd'hui on est 10% sous ces records historiques, et même si on devait retourner, allez, soyons fous, sur les 100 000 $, ça resterait positif. On cède pour ça de ce qu'on appelle en analyse technique une moyenne mobile à 50 semaines. C'est un point de repère garant de cette tendance long terme haussière qui fait le job depuis l'été 2023. Donc peut-être un peu de fatigue à court terme, mais aucune alerte en tout cas d'abandon de son ascension. Et la prochaine étape pour Bitcoin, et rassurer un petit peu tout le monde au passage, c'est de s'installer durablement au-dessus des 113 000 $. Il est en train de le faire à l'instant. C'était en support, aujourd'hui résistance. Ça permettrait aussi de montrer que même si Ether est sous le feu des projecteurs, et on le voit avec les flux entrants au mois d'août sur les ETF Ethereum bien plus conséquents que ceux sur Bitcoin, que le numéro 1 n'a pas dit son dernier mot. Et en terminant par dire que c'est pas parce que Bitcoin ne monte pas de 10% tous les mois que la hausse est finie. Il doit parfois latéraliser pour mieux repartir. Bon, et sur Ether, donc, comment vous voyez la suite? Les seuils techniques que vous suivrez, Bitcoin, on en parlait, 113 000 $ là, après le chiffre sur l'emploi américain, de moins en moins d'emplois créés dans l'économie américaine. On imagine que ça ne va pas plaire à Donald Trump, d'ailleurs, qui, pour moins que ça, avait viré la patronne du BLS, le bureau de statistiques chargé de mesurer le nombre de nouveaux emplois. Là, le chiffre se dégrade encore, même avec ce nouveau patron qu'il a lui-même nommé. Bon, Bitcoin qui monte et Ether, potentiel technique de combien, là, si on devait essayer d'apporter une mesure aux choses? Alors, c'est vrai que l'Ether a essayé de rattraper son retard vis-à-vis de Bitcoin. Bitcoin est déjà quand même 60% au-dessus de ses précédents records historiques. Ether, lui, est juste en train d'y revenir dessus. Donc, il est en train de rattraper un petit peu de retard. À court terme, c'est 3 800, 3 900 $ qu'il faut préserver pour rester toujours dans cette bonne dynamique. Alors, c'est vrai que comme sur Bitcoin, on a une petite phase de pause depuis un mois. Il n'y a pas de dégagement, pas d'alerte. À court terme, on peut se mettre une petite alerte sur les 4 100 $, mais ce serait même pas franchement inquiétant si on devait passer en dessous. Donc aujourd'hui, je reste très positif sur l'Ether. Premier objectif, bien évidemment, c'est les records historiques qu'on avait fait à la fin du mois d'août, donc autour des 4 800 $. Et après, comme on dit, on va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va. Mais aujourd'hui, effectivement, positif sur Bitcoin et Ether, avec même d'ailleurs une préférence encore sur Ether qui surperforme. Merci beaucoup Xavier. Dans l'actu de la semaine qu'il ne fallait pas rater, cette question qui émerge, va-t-on vers une rupture de stock en matière de Bitcoin? La demande dépasse déjà l'offre nouvelle. Verra-t-on donc un jour une rupture de stock? Et sera-ce alors le déclenchement d'une énorme hausse du cours si on avait une rupture de stock sur Bitcoin? On posera cette question. Les stablecoins et Jean Tirole qui pointent des risques. On entrera dans le détail des arguments de Jean Tirole. Le prix Nobel d'économie, on décodera Jean Tirole et la portée des risques qu'il voit autour des stablecoins. Et puis le Salvador lui prend les devants face au quantique. Le Salvador lance d'ores et déjà une stratégie pour se prémunir d'éventuelles attaques quantiques contre Bitcoin. Vous verrez la stratégie du coup d'avance permanent du président salvadorien Nayib Bukele. C'est les pros des cryptos. Votre machine à condenser, l'essentiel s'enclenche. C'est parti. BFM Business, BFM Crypto, les pros.
Et nos deux experts cette semaine, donc. Alors, c'est votre première, Louis, bienvenue. Première. Louis Laszlo, directeur technique et produit de Meria. On promis, on sera super sympa. Et ce sera d'autant plus facile pour nous d'être sympa. C'est ce qu'on m'a promis. Oui, voilà. Ils vous ont dit qu'on était sympa. Ouais. Voilà. Et en plus, l'actu est porteuse cette semaine. Donc, ça va vraiment nous aider à bien surfer ensemble. Ainsi que Claire Balva, c'est sa première de la saison. Elle est donc toute nouvelle, elle aussi, quelque part. Merci. Bienvenue, Claire. 6e saison déjà, hein. Le temps passe. Des pros des cryptos, directrice générale désormais de l'Adam, Claire. Voilà, et le patron, c'est Sébastien Barthélémy. Stanislas. Il sera pas avec. Je confonds toujours. Vous savez pourquoi ? Parce que dans BFM Bourse, on a Sébastien Barthélémy de Kepler-Chevreux qui nous parle du marché crédit, puis il y a Stanislas Barthélémy, ça c'est dans les cryptos. Bon, on est content de se retrouver en cette rentrée avec beaucoup d'actu encore cette semaine. On peut peut-être commencer, par la course. Allez, ça fait jamais de mal. La course de petits chevaux là, entre Bitcoin et Ether. Qui gagnera ? Après un mois d'août moyen, on va parler d'ETF, après un mois d'août moyen, les ETF Bitcoin ont repris le dessus, Claire, ces derniers jours sur les ETF Ether. Oui, alors il y a plusieurs raisons possibles à ça, mais avant tout, on peut peut-être rappeler que les ETF sur les cryptos sont quand même des instruments assez jeunes. Donc on n'a pas énormément de recul pour faire une analyse très fine de ce qui se passe, mais on peut quand même avancer plusieurs hypothèses. D'une part, le fait que l'Ether a connu une hausse de cours assez importante pendant l'été, et donc on pouvait s'attendre à des prises de profit des investisseurs. Donc là aussi, c'est plutôt logique que les ETF Ether finissent par ralentir un petit peu, en tout cas se stabiliser à la rentrée par rapport aux ETF Bitcoin. Et puis la deuxième hypothèse qu'on peut faire, c'est qu'on est dans des conditions, je dirais, de plus grande incertitude sur les marchés, avec des incertitudes liées à la politique monétaire américaine, et que dans ce cadre-là, les investisseurs vont préférer des actifs peut-être un peu moins risqués. Et dans le monde des cryptos, le Bitcoin est quand même moins risqué que l'Ether. Et donc, on peut avoir des investisseurs tentés par acheter plutôt de l'ETF Bitcoin que de l'ETF Ether. Oui, Louis, les ETF Bitcoin qui reviennent en force déjà en cette rentrée. C'est ça, on voit qu'il y a un peu plus de volume. Après, c'est un peu aussi comparé David contre Goliath. Hein, l'ETF Bitcoin, on parle de 155 milliards de liquidités, que l'ETF Ether, on parle de 25,5 milliards. Donc, un peu plus de volume d'un côté fait tout de suite des pourcentages plus élevés. Donc voilà, prenons un peu de recul sur les chiffres et les volumes. Et on va voir, je pense que les chiffres des prochaines semaines vont un peu secouer les marchés. Mais on a une telle demande quand même sur le Bitcoin, sur les ETF Bitcoin, que l'offre ne suit pas. La demande est plus importante que l'offre nouvelle. Est-ce qu'on pourrait un jour se retrouver en rupture de stock de Bitcoin, Claire ? Alors, rupture de stock, c'est-à-dire le fait qu'il n'y en ait plus du tout, ça semble quand même improbable, mais c'est vrai qu'on assiste quand même petit à petit à une baisse du nombre de bitcoins disponibles sur les plateformes d'échange. Il y a une grosse demande institutionnelle, et on voit qu'en fait les bitcoins sont aspirés par des portefeuilles qui vont les détenir sur le long terme, par des gros fonds. Et donc, petit à petit, la quantité de bitcoins sur les exchanges diminue. Donc, on est passé de 3,5 millions de bitcoins sur les exchanges il y a 3 ans à 2,5 millions. Et on voit que cette baisse du stock, elle s'accélère. Ça ne veut pas dire qu'on sera à 0 bitcoin demain matin. Et voilà. Il faut aussi rappeler qu'on est dans une période de bull run, d'euphorie. Donc, moi, je vois souvent des phrases comme il n'y en aura pas pour tout le monde, dépêchez-vous. Il faut aussi rester un peu lucide. C'est vrai que la tendance est haussière et on voit qu'il y a de plus en plus de demandes. Maintenant, avant qu'on arrive à une quantité de Bitcoin extrêmement faible sur les exchanges, on a le temps, je pense qu'il va se passer beaucoup de choses d'ici là. Et que c'est pas dans l'année qui vient qu'on va assister à une véritable crise de disponibilité du marché spot. Oui, la demande institutionnelle pour Bitcoin est aujourd'hui 6 fois supérieure à la production. C'est-à-dire que c'est peut-être pas pour cette année, mais ça pourrait être dans les 5 ans. C'est de la conjecture, mais le jour où ça arrivera, le jour où on aurait, ou si on avait un jour une rupture de stock de Bitcoin, est-ce que ça pourrait être le grand déclencheur que certains attendent pour aller une hausse gigantesque de Bitcoin comme on en avait vu il y a quelques années ? Alors, c'est un peu le rêve de beaucoup d'investisseurs, de chacun dans l'industrie. Après, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a 94% de l'équité de Bitcoin qui a été minée, donc en circulation. Il y a pas mal de vieux portefeuilles qui n'ont pas pris de profit, qui ont des profits latents non réalisés, qui sont énormes. Si je prends l'exemple auquel on a assisté en juillet, un ensemble de vieux portefeuilles qui sont réveillés et qui ont exécuté une vente de 80 000 Bitcoins au marché. Oui. À peu près 9 milliards de dollars au moment où ça a été exécuté. Ça n'a pas fait bouger le cours, donc ça a été aspiré quasiment instantanément par le marché. Donc voilà, il y a quand même pas mal de liquidités en circulation. Donc avant qu'on se retrouve sur une rupture de stock et une rupture de la vente des vendeurs face aux acheteurs, je pense qu'on en est loin, même si c'est le grand rêve de beaucoup d'investisseurs ici ou qui nous écoutent. Ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, BFM Crypto aussi sur la chaîne YouTube BFM Crypto, bien sûr, et en replay podcast tout au long du week-end. C'est votre dose hebdomadaire d'avenir. Qui cassera le Bitcoin ? Quelle technologie craquera la sécurité du Bitcoin ? Parmi les usual suspects, il y a bien sûr le quantique.
Et le Salvador, on est bien conscient, Salvador qui tente de prendre un coup d'avance sur le quantique. Le Salvador a décidé de fractionner ses réserves de Bitcoin pour parer à une éventuelle attaque quantique, Claire. Avant même de parler de quantique, on peut effectivement saluer cette démarche qui consiste à ne pas tout détenir sur le même portefeuille. C'est plutôt sain, voilà, même si on n'est pas encore à l'heure où les ordinateurs quantiques peuvent casser des adresses. C'est plutôt sain de ne pas tout détenir sur la même adresse. Et d'ailleurs, on le conseille aux particuliers qui ont une somme conséquente de répartir leurs fonds sur plusieurs exchanges, plusieurs portefeuilles. Quant au quantique, pour rappeler un peu le contexte, la sécurité de Bitcoin aujourd'hui, elle est basée sur de la cryptographie asymétrique avec ce qu'on appelle des courbes elliptiques qui gèrent, vous savez, le lien entre clés publiques et clés privées. Et effectivement, les ordinateurs quantiques pourraient, en théorie, venir casser ce lien et donc à partir d'une clé publique, trouver la clé privée et donc récupérer les bitcoins qui sont sur ces adresses dans un temps raisonnable. Et donc forcément, aujourd'hui, la communauté Bitcoin réfléchit à des moyens pour devenir résistant aux ordinateurs quantiques. Maintenant, ce qui se passe là et pourquoi le Salvador fractionne ses réserves, c'est parce qu'il y a une distinction à faire entre l'adresse Bitcoin qui est publique, que vous pouvez voir, je dirais, sur la blockchain, et la clé publique que vous ne pouvez voir qu'à partir du moment où l'adresse a dépensé des Bitcoins. Et donc, à partir du moment où vous mettez vos bitcoins sur différentes adresses qui sont inactives et qui ne font pas de transactions, qui ne dépensent pas les bitcoins, vous exposez moins les différentes clés publiques et donc vous limitez les vecteurs d'attaque potentiels d'ordinateurs quantiques. Mais rappelons encore une fois que l'ordinateur quantique aujourd'hui n'est pas en mesure de casser ces algorithmes de chiffrement. Donc on est vraiment sur une anticipation à très long terme. Et j'ai envie de dire presque sur une forme de coup de com', voilà, du Salvador là-dessus, qui montre qu'il se positionne à l'avant-garde et qu'il est très innovant sur ce point. Oui, c'est toujours cette stratégie du coup d'avance permanence du Salvador, ce qui n'empêche pas le Salvador d'acheter aussi de l'or. Figurez-vous, le Salvador a annoncé aujourd'hui qu'il allait acquérir 50 millions de dollars d'or. Est-ce que vous connaissez le comble de l'or, d'ailleurs, l'un et l'autre? Non, c'est briller dans une mine d'or. Drôle, hein. J'ai demandé à l'IA justement de faire une petite blague sur comble de l'or et elle m'a dit le comble de l'or c'est de briller dans une mine d'or. Je sais pas si l'IA a beaucoup d'humour. Bon, on va pouvoir continuer de la voir s'améliorer, mais le vrai comble de l'or en réalité, c'est qu'on va voir peut-être apparaître des tokens d'or. Le World Gold Council, qui représente les principaux groupes miniers aurifères, ambitionne de créer une version numérique de l'or. L'or actif tangible pourrait devenir aussi un actif numérique. Pourquoi faire en l'occurrence, Louis? Alors, je pense que l'intérêt, ça va être d'utiliser les facilités que la tokenisation offre, donc la facilité de transfert, de détention, de distribution. Après, c'est pas totalement une nouveauté, c'est une nouveauté que des acteurs traditionnels s'y intéressent. Après, il y avait déjà des acteurs crypto qui avaient émis des actifs adossés à l'or. Paxos côté américain, Tether, qui ont deux stablecoins. Je crois que Tether, c'est 8 à 9 milliards de dollars de gold, donc émis. D'assets adossés à l'or émis. Donc voilà, c'est une nouveauté pour un acteur traditionnel. Je pense que les acteurs de l'or traditionnel se réveillent et veulent leur part du gâteau, ou en tout cas veulent pas rater le train. Mais voilà, c'est déjà quelque chose qui existait. Et Tether d'ailleurs a annoncé pas plus tard que ce matin renforcer ses investissements autour de l'or. C'est marrant, le jour où l'or fait un ATH où il y a quelques minutes. Et ça renforce ses investissements pas que dans la tokenisation de l'or, mais aussi dans l'extraction, dans le raffinage, etc. Donc on voit que les acteurs traditionnels s'intéressent à la tokenisation, les acteurs de la crypto s'intéressent à l'extraction et au raffinage. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de sujets autour de l'or qu'il va y avoir, et d'or et de tokenisation. Et ça fait écho à ce qui se passe côté américain. On a un gros vent des stablecoins, on a un gros vent de la tokenisation au sens large, la tokenisation d'actifs réels. On parle de l'or aujourd'hui, mais on peut parler des actions. Et beaucoup de gros industriels et grosses institutions financières s'intéressent à la tokenisation d'assets réels, d'assets de marché. Il y a Robinhood qui a lancé une plateforme où on peut trader on-chain directement des assets, des actions américaines. Ondo, qui est un gros acteur de la tokenisation, qui a lancé l'Ondo Global Market cette semaine, où pour un utilisateur, on a l'impression de trader sur une plateforme de trading boursière, alors qu'on est complètement décentralisé on-chain sur Ethereum. Voilà, donc je pense qu'il va y avoir un vrai enjeu de tokenisation dans les prochains mois, autant que les enjeux de stablecoin, et poussé avec un élan américain et une accélération côté US. Oui, vers des tokens or. L'or actif tangible deviendrait aussi actif numérique, Claire. Oui, là aussi, aucune surprise, effectivement, Louis le disait, il y a déjà eu plein d'initiatives. Ça crée toujours des effets d'annonce quand des acteurs institutionnels se positionnent sur le sujet, parce que ça légitime la tokenisation de cet actif-là. Ça montre leur acculturation, en fait, surtout. Exactement, mais c'est pas une surprise, en tout cas pour personne dans la crypto.
aujourd'hui. Ouais. Les stablecoins, c'est vraiment là que ça se passe, particulièrement depuis plusieurs mois. On va rentrer dans le dur des stablecoins. Effectivement, encore beaucoup d'actu cette semaine. Alors c'est mal, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est mal de parler autant des stablecoins, c'est mal en tout cas de les mettre autant en avant et de les voir grossir autant. C'est pas moi qui le dis, c'est le dernier prix Nobel, ou le dernier prix Nobel d'économie français, Jean Tirole. Il joint sa voix dans le Financial Times à celle de ceux qui pensent que le développement des stablecoins crée un risque systémique. Et il déplore, Jean Tirole, le Genius Act américain. Qu'est-ce qu'il reproche aux stablecoins? Quels sont ses arguments clairs? Jean Tirole avait déjà exprimé des positions plutôt anti-crypto par le passé. Donc là aussi, ce n'est pas une surprise de le voir être relativement critique du grand sujet du moment que sont les stablecoins. L'inquiétude de Jean Tirole, elle est sur la viabilité, la santé du modèle économique des stablecoins et donc sur leur parité, leur stabilité, leurs réserves. Ce qu'il dit, et d'ailleurs il n'a pas complètement tort, c'est que le modèle économique des stablecoins fleurit aujourd'hui, prospère, parce qu'il y a des intérêts suffisants et qu'ils peuvent finalement placer leur trésorerie en bons du trésor avec des intérêts qui ont été relativement élevés, avec des taux d'intérêt directeurs des banques centrales qui ont été relativement élevés. Et donc des entreprises comme Tether ont effectivement eu des revenus de plusieurs milliards, avec des équipes relativement réduites, donc peu de coûts. Et donc c'est un modèle économique qui, sur le papier, est extrêmement attractif, mais qui en réalité dépend largement des rendements et du contexte macroéconomique. Et là, la Fed, la Réserve fédérale américaine, s'apprête sans doute à baisser ces taux désormais. Exactement. Et donc, ce que dit Jean Tirole, c'est aussi, mais attention, il peut aussi y avoir des rendements négatifs, faites attention. Et donc, il dit, est-ce que ce modèle économique des stablecoins est suffisamment pérenne est-ce qu'il est viable dans la durée? Et il a raison de poser cette question. Maintenant, c'est un peu tiré par les cheveux ce qu'il dit, il pousse le scénario jusqu'au bout, il dit finalement, le jour où le modèle économique n'est pas suffisant, voici ce qu'ils vont faire, ils vont aller sur des rendements beaucoup plus élevés, mais sur des produits aussi beaucoup plus risqués, et donc leurs réserves risquent d'en pâtir, de ne plus être suffisantes, et finalement ils seront devenus tellement gros qu'ils vont aller demander au secours aux États, et donc on va se retrouver dans une situation critique qui ressemblera à ce qu'on a vécu dans les dernières crises financières. Donc il dresse un peu un scénario catastrophe, que je trouve un peu tiré par les cheveux, mais ceci dit, il a raison de le faire. Il faut toujours imaginer le pire, et je pense que c'est sain d'avoir des personnes qui s'inquiètent. On se rappelle quand même qu'il y a quelques années, on était en taux négatif. Hein. Vous imaginez un rendement négatif sur les stablecoins, c'est compliqué, quoi. Bien sûr. Maintenant, je pense qu'il y a d'autres sujets d'inquiétude à avoir, notamment en Europe, l'absence quasi complète de stablecoins euro qui soient performants. Et donc, je pense qu'avant de s'inquiéter de volumes trop importants des stablecoins qui déclencheraient des conséquences sur la stabilité monétaire, on peut peut-être aussi s'inquiéter sur l'absence de stablecoin euro et de la représentation de notre monnaie dans cet univers-là. Oui, certes. Alors, on en parle toutes les semaines, effectivement, du retard des stablecoins euros. Ceci dit, la solution sera peut-être aussi, alors c'est peut-être très européen ce que je vais dire, de réguler les stablecoins, et notamment les stablecoins dollars qui inondent les marchés, et y compris l'Europe. Christine Lagarde a fait des propositions, d'ailleurs, on n'est peut-être pas surpris que ça vienne de Christine Lagarde, pour davantage réguler les stablecoins étrangers en l'occurrence. Oui, ça peut avoir du sens aussi. Bien sûr que l'Europe doit avoir sa part dans l'univers des stablecoins, mais il sera aussi important de les réguler. Comme le secteur bancaire a été régulé après la crise des subprimes. Ils sont déjà régulés, hein, quand même. Les stablecoins sont régulés par MiCA aujourd'hui en Europe. Donc il n'y a pas une absence de régulation, il ne faut pas imaginer que c'est le Far West. Christine Lagarde, ce qu'elle dit, et c'est sa position depuis longtemps, c'est qu'il ne faut pas que les stablecoins soient considérés comme de la monnaie légale, mais que seul l'euro numérique, puisque c'est ce qu'elle défend, doit être considéré comme la monnaie d'avenir et la monnaie ayant cours légal. Donc elle est là aussi dans son rôle en disant ça quelque part. Ces dernières inquiétudes, c'était surtout sur le fait que des acteurs étrangers puissent venir participer en Europe à la création de stablecoins. Là, elle s'inquiétait récemment sur le fait qu'un stablecoin euro pourrait être créé par une joint venture, donc une société créée par à la fois une société européenne et une société étrangère. Et donc, il y a des sortes de zones grises, effectivement, qui ne sont pas complètement couvertes par la réglementation. Là aussi, c'est encore une fois compréhensible qu'elle s'inquiète, mais ce qui est étonnant, c'est qu'elle s'inquiète uniquement de l'hypothèse où les stablecoins deviendraient incontrôlables, mais elle ne s'inquiète pas de l'hypothèse où on perdrait cette bataille-là. Et donc, elle est dans une stratégie qui est extrêmement défensive, en se disant il y a des acteurs étrangers qui viennent chez nous, mais elle ne se dit pas peut-être que nous, on pourrait utiliser ce levier-là, les stablecoins, pour utiliser notre monnaie comme levier d'influence à l'étranger. Pourquoi est-ce que les Turcs, aujourd'hui, par exemple, payent en USDC ?
pourquoi est-ce qu'ils ne payent pas dans un stablecoin euro? On pourrait très bien, nous aussi, avoir une stratégie offensive et pas se contenter d'être uniquement en réception et en défense vis-à-vis des Américains. Dans la vraie vie, l'euro, c'est à peu près 30% des échanges mondiaux. Dans la vie des stablecoins, 99,5%, c'est du dollar, quoi. C'est pour ça que l'euro est en train de perdre cette bataille-là. Alors la Chine a compris qu'elle risquait aussi de la perdre parce que comme l'Europe, la Chine a longtemps été arc-boutée sur une devise numérique de banque centrale, un yuan numérique. Et là, il semble qu'elle, peu à peu, envoie des signaux plus favorables aussi à la création de stablecoin yuan et faciliter la vie des stablecoins yuan. Côté chinois, hein. Ici en Europe, on en est loin. Mais là-bas, il semble qu'une forme d'acculturation des décideurs soit en train aussi de se faire, malgré tout, Louis. Ouais, par contre, assez schizophrénique, puisque la Banque de Chine essaye de faire ça via Hong Kong. Donc, on rappelle, la Chine a banni les cryptos, ou en tout cas les rebannissent chaque année, à peu près, et annonce ça chaque année. Donc, c'est assez schizophrénique, à voir si ça va être pour un usage de distribution massive, ou est-ce que ça pourrait être un usage de paiement entre banques centrales, ou pour du paiement du commerce international. Avoir un peu le plan. Jusque-là, c'est pas totalement clair de ce qui a été annoncé. Donc, à voir ce qui va se passer dans les prochains mois. Mais on voit une évolution aussi de pays ou d'institutions financières qui étaient plutôt réfractaires au sujet et qui avancent. Et comme le disait, est-ce que ça va être au côté Europe qu'on va se réveiller et on est dans l'industrie, on a régulé parmi les premiers. Est-ce que ça serait le moment de se réveiller et d'aller à l'attaque plutôt que d'être en défensif? Quand on parlait de stablecoin euro, il faut rappeler que le plus gros stablecoin euro, même s'il est dérisoire par rapport au stablecoin USD, est émis par une boîte américaine. Donc c'est quand même un comble. Oui, effectivement. On entame ce mois de septembre avec des enjeux intéressants, toujours en septembre, au cœur de l'automne. Qu'est-ce qu'il faudra suivre là, dans les prochaines semaines? Qu'est-ce que vous, Louis, vous suivrez pour les cryptos? Alors, je pense qu'il va y avoir les taux d'intérêt côté BCE qui vont être intéressants côté septembre. Ça n'aura pas un impact direct sur le marché crypto, mais ça va donner quand même un étalon de ce qui va se passer côté US, qui là va avoir un plus gros impact. Là, on rentre dans le marathon des chiffres américains. On en parlait en introduction. Inflation, chômage, et que ce soit inflation côté particulier ou entreprise. Et là, un peu le moment fort de ce marathon, ça va être le discours de la Fed sur la stratégie monétaire de la Fed, peut-être ou pas avec Jérôme Powell, parce que c'est un moment que son poste est en balance. Pour l'instant, il reste en place. Pour l'instant, il est toujours là. Son mandat s'achève en mai prochain, mais c'est vrai, décision de politique monétaire sera le 17 septembre de la Fed et peut-être sans doute une baisse de taux. C'est ce que le marché anticipe. Après, baisse de taux, il faudra vraiment le prendre aussi avec le contexte, avec le discours de stratégie monétaire qui va être associé, parce que baisse de taux, ça peut être aussi associé et ça sera potentiellement associé aussi avec une santé économique américaine qui n'est pas bonne. Donc si on a une baisse de taux associée à un discours monétaire pas très encourageant, la confiance des investisseurs va quand même être très contrôlée et très réservée. Donc tout le monde s'attend à une explosion des cours s'il y a une baisse des taux. Il faudra quand même surveiller et attendre le discours qui est associé à cette baisse, puisque si ça révèle un mauvais état de santé de l'économie américaine, les investisseurs resteront plutôt protecteurs et conservateurs. Alors, on vous fait part chaque semaine aussi des stratégies d'entreprise vis-à-vis des cryptos. De plus en plus d'entreprises mettent des cryptos en trésorerie, micro-stratégie par exemple aux États-Unis. Puis ici en France, on en a quelques-unes aussi. Alors là, juste ce petit coup marketing d'entreparticuliers.com. Vous connaissez ce réseau d'agences entre particuliers, on réalise des transactions immobilières. Bien, Entre particuliers a choisi de mettre de l'Ether en trésorerie et ils changent carrément de nom pour le faire savoir. Ils s'appelleront désormais Ethero, E-T-H-E-R-O. Ethero, voilà. Alors, quand vous tapez dans Google entre particuliers et leur nouveau nom Ethero, vous tombez sur autre chose. Entre particuliers Ethero, là, vous tombez sur les sites de rencontres, figurez-vous. Je sais pas, c'est très étrange quand même. Voilà. En tout cas, on a aussi l'Ether qui entre dans la trésorerie désormais de certaines entreprises. Il y a cet exemple un peu exotique d'entre particuliers, mais d'autres entreprises, y compris aux États-Unis, se mettent à inclure de l'Ether dans leur trésorerie, pas que du Bitcoin en l'occurrence. Claire. Oui, ils se disent qu'il y a un business à faire sur le même modèle que les ETF. Finalement, devenir, vous savez, non pas une Bitcoin Treasury Company, mais une Ether Treasury Company. Alors, ça ferait hurler certains gestionnaires d'actifs que je connais et qui ne croient pas du tout dans le potentiel de l'Ether en termes de prix. Mais on voit bien qu'il y a quand même une demande, puisque les ETF Ether, même s'ils sont loin du succès des ETF Bitcoin, connaissent quand même un certain succès. Et donc les entreprises se disent, est-ce que finalement il n'y a pas un rôle à jouer, un coup à jouer pour nous en Europe, surtout celles qui ont peut-être un modèle économique qui bat de l'aile, qui se disent dans quoi est-ce que je pourrais me recycler. Alors certaines vont faire de l'intelligence artificielle et puis d'autres se disent c'est peut-être le bon moment de devenir une entreprise qui va gérer de la crypto-monnaie dans sa trésorerie et qui va devenir une treasury company.
Et les cryptos vont-elles devenir un sujet politique en France comme elles sont devenues un sujet politique déjà aux États-Unis avec Donald Trump et sa victoire? C'est vrai que les cryptos ont été au cœur de la campagne électorale américaine, au point d'ailleurs les cryptos de se politiser malheureusement. Est-ce que c'est ce qui nous pend au nez ici en France? Il se trouve que les cryptos arrivent aussi dans un certain nombre de campagnes électorales à l'échelle locale. On verra si ce sera le cas de la présidentielle. Mais là, deux figures des cryptos, dont l'une on connaît bien ici, Alexandre Tkachenko, ont décidé de se lancer dans une législative partielle à Paris. Deuxième circonscription, Alexandre Tkachenko qui nous accompagne régulièrement avec Aurore Galvez, donc vont se lancer dans une campagne législative. Vraiment, il était important de mettre les cryptos au cœur d'une législative partielle, Louis? Alors, je pense que déjà, s'il ne faut pas résumer la candidature d'Alexandre que à la crypto, déjà, noter qu'Aurore Galvez s'était déjà présenté en Isère, si je ne dis pas de bêtises, durant les dernières législatives. Il avait porté un certain nombre de sujets au cœur de la campagne et au cours du discours. Et si on regarde un peu le programme que Alexandre Tkachenko va défendre, donc c'est une candidature courageuse, parce que passer du débat économique au débat politique, il y a quand même un monde, et c'est un monde qui est un peu impitoyable, donc c'est déjà une candidature très courageuse. Qu'est-ce qu'il va faire dans cette galère? Non, mais bravo, c'est courageux. Oui, je pense qu'il va essayer d'aller défendre un certain nombre d'idées. Il en parlait pas plus tard que cette semaine sur ce plateau. Est-ce qu'il arrivera au bout ou pas, ça lui seul le sait, ou en tout cas seuls les électeurs le savent. Mais je pense que ça va avoir le mérite d'apporter dans le débat politique un certain nombre de sujets qui sont déjà touchés du doigt par un certain nombre d'acteurs politiques qui essayent de se l'approprier d'une manière ou d'une autre, notamment autour de la monnaie au sens large, pas que Bitcoin, la monnaie. On en parle beaucoup de déficit, de dette en ce moment, et de l'inquiétude des Français autour de la monnaie, du système monétaire. Donc ça, c'est un premier axe. Deuxième axe, ça va être sur nos droits et nos libertés fondamentales et individuelles. C'est qu'un axe fort de son programme, et qui va mettre ça au cœur de la campagne. Il y a un certain nombre de textes qui vont être débattus au niveau européen dans ces prochains mois, ces prochaines semaines même, sur les libertés individuelles de ce côté-là. Donc voilà, pas mal de sujets qui vont être défendus et qui ont le mérite d'être portés sur le débat politique. Directrice générale de l'ADAN, vous allez faire en sorte, Claire, que dans la campagne présidentielle, les cryptos fassent partie des débats, j'imagine. Bien sûr, c'est l'objectif, d'autant plus qu'aujourd'hui, on voit que les cryptos ont été accaparés par certains camps politiques. Alors ça, quoi qu'on en pense, ça a quand même le mérite de les mettre au centre du débat. Et ce qu'on a vu aux États-Unis, quand Donald Trump et globalement les républicains se sont emparés du sujet crypto, ça a aussi forcé quelque part les démocrates à se positionner et à assouplir un peu leur vision qui était parfois quand même plutôt dogmatique sur ce sujet, et à se renseigner, à faire le travail, parce que voilà, avant d'avoir des préjugés, il faut quand même essayer de réfléchir un peu au sujet, de se former pour se forger des convictions et aboutir à une politique claire. Et effectivement, à l'ADAN, ça va être notre rôle aussi, déjà de former et d'acculturer l'ensemble de la classe politique à ces sujets-là, pour qu'ils puissent se forger des convictions. Il ne s'agit pas d'avoir une attitude complètement béate face à la crypto, mais d'avoir des programmes cohérents et des programmes bien renseignés. Merci à tous les deux. Les pros des cryptos, c'est chaque semaine. Claire Balva pour l'ADAN, Louis Laslo pour Meria, dont c'était la première. Vous reviendrez, Louis? J'espère. Ça s'est bien passé, je crois. Bravo. Merci à tous les deux. Merci. Nos échanges sont retrouvés sur, bien sûr, la chaîne BFM Crypto, la chaîne YouTube, et en podcast et replay. Bon week-end à tous. BFM Business, BFM Crypto, les pros.